Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Haricots Verts. Je suis ravie d'être accueillie plutôt chez Patrick Martin à l'IUT de Béthune. Bonjour Patrick. Bonjour Pauline. Alors Patrick, première question, est-ce que tu peux nous raconter en raccourci ton parcours qui t'a amené à travailler aujourd'hui dans la chimie végétale? Oui, alors en raccourci ça va être un peu compliqué. Je vais tout d'abord préciser ma position actuelle. Je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Artois et plus particulièrement à l'IUT de Béthune, comme tu viens de le dire, Pauline. Et je suis dans un domaine de spécialité qui est la chimie. Ne prenez pas peur, on va parler de la bonne chimie, la belle chimie, notamment la chimie des couleurs. Et mon domaine de spécialité, mon domaine de compétence, c'est la chimie du biosourcé, c'est la chimie du végétal, c'est la chimie verte. Voilà. Alors qu'est-ce qui m'a conduit à travailler dans ce domaine de chimie verte? Si j'ose dire, ça fait quelques décennies. À l'issue de mon cursus universitaire à l'université de Picardie, j'ai intégré un laboratoire qui est le laboratoire des glucides à Amiens en 1989 dans le cadre d'un DEA. Et oui, à l'époque, c'était encore le DEA, donc ça prouve un certain âge. Voilà. Et dès ces études de DEA, j'ai été mis dans le bain, on va dire, de la chimie à partir de la biomasse, de ce qu'on appelle maintenant la chimie du végétal, la chimie biosourcée. J'étais à l'époque, en 1989, dans un laboratoire dit de sucrochimiste pour développer de la chimie à partir de molécules naturelles que sont les glucides, et par exemple pour obtenir des molécules tensioactives. Voilà. À l'issue de ce parcours DEA, thèse, qui s'est faite en partenariat entre l'Université de Picardie et l'île de la Réunion, donc j'ai eu la chance de faire une partie de ma thèse à l'île de la Réunion sur le domaine de la bagasse de canne à sucre. Voilà. Donc une plante française, mais plutôt, on va dire, des dom-toms, voilà, avec toutes les valorisations possibles. Et à l'issue de cette thèse, j'ai intégré l'Université de Picardie en tant que maître de conférence. Et l'opportunité professionnelle m'a fait qu'en 2001, je suis arrivé professeur des universités à l'Université d'Artois et plus particulièrement à l'IUT de Béthune. Voilà comment je me suis retrouvé ici. Et bien évidemment, arrivé ici, ma motivation a été de créer un laboratoire, de monter une structure de recherche pour poursuivre ce passionnant domaine qui est la chimie de la biomasse, c'est-à-dire passer de ce qu'on appelle l'or noir, de ce que bientôt on appellera l'or noir, à l'or vert. Voilà. Bon, maintenant on est dans des aspects un peu plus, on parle de chimie, de bioéconomie, d'économie circulaire qu'on peut intégrer aussi. Voilà un peu rapidement mon parcours. Donc, j'ai dans les gènes cette chimie du végétal depuis 1989. Ok. Alors moi, Patrick, pour être transparente avec les auditeurs, je t'ai connu sur un projet de pelure d'oignon. Mais en fait, là, tu viens de me faire le tour du labo et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de projets. Donc, je voudrais que tu racontes un petit peu combien de projets t'accueillent, là, par exemple, en ce moment. Quel type de projet, pour quel type d'industrie ou quel type de recherche, que tu nous en dises un peu plus. Alors, avant de rentrer un peu dans la précision de ces différents domaines, peut-être parler un peu du laboratoire dans sa globalité. Donc, le laboratoire, c'est l'unité de transformation agro-ressources. C'est un laboratoire qui existe depuis 2018, qui est en double tutelle entre le groupe Unilassal, basé à Beauvais et à Rouen, pour la partie chimie, et double tutelle par notre université. Donc, moi, je suis le responsable de l'UTA, l'unité de transformation et agro-ressources pour l'université d'Artois. Nous sommes une petite équipe, puisque nous sommes 4 permanents. Nous avons des contractuels au niveau enseignants ou postdoc et bon nombre de stagiaires, comme tu as pu le voir. Ça fait une moyenne d'âge assez jeune du laboratoire, malgré que, si j'ose dire, la tête soit un peu âgée, voilà, entre guillemets.
Donc tous ces jeunes, ben, on les fait travailler. Ils travaillent sur des domaines liés à la chimie biosourcée. Certains vont développer des outils pour appréhender cette matière, comme par exemple Alexis, on a pu rencontrer tout à l'heure, qui lui met au point des outils enzymatiques pour développer des molécules à partir de la biomasse dans un aspect éco-responsable. Et d'autres jeunes en thèse, dont, comme Romain par exemple, que l'on a pu voir, s'intéressent à des procédés d'extraction pour aller chercher des molécules d'intérêt. Alors on a bon nombre de champs d'application derrière. Je vais résumer ça par la philosophie du laboratoire à l'Artois. Notre laboratoire, son objectif, c'est, premièrement, la matière première, c'est une biomasse végétale. Elle peut être native, c'est-à-dire issue de culture, mais sans être en concurrence avec l'alimentaire, ou à partir de coproduits issus des entreprises agricoles et des industries agroalimentaires. À partir de là, on va développer, après extraction, caractérisation, voire modulation de ces entités ou de ces molécules, on va développer pour trois domaines. Le domaine de ce que j'appelle les produits de commodité. Un exemple, je vais parler des tensioactifs, des colorants pigments, dont on reviendra après, des biopesticides, par exemple. Un domaine plus biologique. Bon, tout le monde sait qu'à partir du monde végétal, on peut obtenir des molécules d'intérêt. Je vais prendre l'exemple du café vert, du thé, riche en antioxydants. Voilà, toutes ces molécules, on va les faire apparaître. Donc, avec des propriétés biologiques. Certaines de ces molécules ont directement des propriétés anticancéreuses. Alors ça, nous, on développe au labo parce qu'il faut la compétence biologie. Mais on va prendre l'exemple, par exemple, de la molécule de Taxol. La molécule de Taxol, qui est un anticancéreux relativement encore puissant actuellement, qui est issu de l'IF, d'accord, du conifère qu'on appelle l'IF. Voilà. Donc, ces exemples. Et un troisième champ d'application qui est sur les matériaux composites, c'est-à-dire incorporation d'entités, de fibres ou de molécules issues de la biomasse végétale dans des bétons, dans des ciments, dans des plastiques, dans ce qu'on appelle les composites au sens large. Voilà un peu tous ces domaines. Alors, on a des actions qui sont propres au laboratoire, d'accord, et on a bon nombre d'actions qui sont en collaboration avec le monde socio-économique. Donc là, on va être vite limité pour pouvoir développer ici, autour de ce micro, ce que l'on peut faire, mais on travaille aussi bien dans l'extraction de composés que de la mise au point de molécules pour le monde de la pharmacie, que la mise au point de matériaux, mais avec toujours comme point de départ une biomasse végétale. Ok, donc tu es sous accord de confidentialité, c'est pour ça que tu ne pourras pas donner de nom ou de détails. Moi, ce que je voulais savoir, c'est donc toutes ces recherches, donc toi je comprends bien, c'est dans tes veines, la chimie verte. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de projets autour de cette chimie verte qui se développe? Est-ce que pour toi c'est la volonté de réduire le gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est la volonté de ce changement climatique qui pousse un peu les gens à se bouger? Ou est-ce que c'est purement tout l'aspect législation qui est en train de tomber, la loi AGEC et toutes ces lois qui sont en train de tomber? Qu'est-ce qui fait pour toi qu'aujourd'hui les gens se détournent ou en tout cas recherchent d'autres alternatives à la synthèse? Alors si j'ose dire, merci de la question, Pauline. Question très simple et très complexe à répondre. On peut voir ça de différents points de vue. Certains diront, il y a bon nombre de produits qui sont pétrosourcés, donc origine pétrole. Le pétrole en voie de diminution. Bon, on a encore quelques décennies quand même devant nous, mais il faut trouver un palliatif à ceci. Il faut aussi avoir un développement éco-responsable, donc ce qu'on appelait avant le développement durable. Maintenant, on parle d'éco-responsabilité, éco-citoyenneté. Un développement éco-responsable, c'est-à-dire apporter les mêmes produits que l'on a actuellement, voire de meilleurs produits, mais avec un développement plus éco-responsable, avec l'éco-écologique, l'éco-économique. Voilà. Je rappelle que je suis chimiste, hein, d'accord. Peut-être que je n'utilise pas les bonnes définitions, mais moi je les vois comme ceci. Et après, il y a aussi la demande du consommateur. Demande du consommateur qui cherche de plus en plus de produits naturels, donc d'avoir de la naturalité dans les produits. Voilà. Et dernier point, ou premier point qu'on pourrait mettre en avant, c'est la législation qui est en train de bouger, avec des choses qui vont devoir disparaître. On a déjà vu ici récemment la vaisselle jetable en plastique qui doit disparaître.
Il y a aussi on parle beaucoup des antibiotiques aussi. Antibiotiques, on va devoir trouver des molécules plus naturelles pour remplacer ces antibiotiques. Voilà des exemples. Donc c'est un tout qui fait que. Alors si j'ose dire, ça tombe bien parce qu'on a cette biomasse végétale qui est à disposition. Attention, encore une fois, il ne faut pas être en concurrence avec l'alimentaire. Alors, peut-être que je vais en choquer certains, mais pour moi, on ne fait que faire le tour du cercle. Je vais prendre l'aspect de la chimie. La chimie, au départ, la chimie organique, si elle porte le nom de chimie organique, c'est parce qu'elle s'est développée à partir d'entités organisées, donc de biomasse. La chimie organique de départ, c'est une chimie qui s'est faite par une extraction de molécules dans le monde végétal. Par exemple, l'une des premières molécules qui a été extraite, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, vous regardez dehors, vous en voyez partout. Tout ce qui est vert, c'est de la chlorophylle. Voilà. Donc on a eu cette phase de chimie d'extraction, d'accord, avec pas mal de produits. Ensuite, il y a eu une industrialisation avec l'arrivée du charbon, donc la carbochimie, puis le pétrole, la pétrochimie. Et maintenant, si j'ose dire, on revient à ce que l'on faisait au départ. On va faire de l'extraction et aussi on s'inspire de la nature. Donc on va parler de bio-inspiration. Bon, nous on fait ça mais à notre petite échelle, d'accord. On parle de bio-inspiration. On va s'inspirer de ce qui est dans la nature, puisque la nature nous procure bon nombre d'entités, petites, grandes molécules, grosses molécules, avec des propriétés très variées. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler d'exemples de coproduits? Donc peut-être qu'on peut parler de la pelure d'oignon si tu veux, ou de la wedge, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, comme exemple de produits, coproduits que vous travaillez et sur lesquels vous faites des recherches. Bon, oui, on va parler de la pelure d'oignon qui est réellement un coproduit. Un coproduit, c'est-à-dire ce que certains appellent des déchets. Donc là, je vais peut-être aussi engendrer une polémique, mais pour moi, c'est pas un déchet. Nous, on est dans la valorisation zéro déchet. Je mets zéro entre guillemets parce que quelquefois j'ai eu des discussions. C'est-à-dire que la valorisation ultime de ces entités, ce sera pour, par exemple, la méthanisation ou l'amendement des sols. Voilà. Donc on est dans cette philosophie de zéro déchet. La pelure d'oignon, c'est un coproduit. Alors pelure d'oignon, c'est la pelure sèche de l'oignon. D'accord ? C'est pas la pelure de l'oignon qu'on a épluchée, avec cette caractère humide. Nous, c'est de la pelure sèche. Vous savez, on prend un oignon, on enlève cette pelure avec les mains, voilà, on revient quelques jours après, on refait la même chose, il y a toujours cette pelure qui est revenue. Donc nous, on a mis en place une filière pour valoriser cette pelure d'oignon. Alors ça ne nous est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, bien évidemment. On a travaillé avec des organismes dont les chambres d'agriculture de Nord-Pas-de-Calais et de la Somme, parce qu'évidemment, pour s'intéresser à la biomasse, la chimie de la biomasse, on est toujours dans un esprit de développer des produits. Qui dit développer des produits, c'est les faire en certaines quantités, donc s'assurer la matière première. D'accord ? Il est hors de question de partir sur des biomasses très, très limitées. La pelure d'oignon, on s'est arrêté, ne serait-ce qu'ici à Béthune, dans un rayon de 20 km, on a 3 sites d'approvisionnement de biomasse. Voilà. On a Violaine, on a Merville, et on a un peu plus loin dans les Flandres. Voilà. On a ces 3 sites, et cette pelure d'oignon, on n'a aucune valorisation actuellement. Donc on est parti dans une démarche de valoriser cette pelure d'oignon. Et cette pelure d'oignon est riche en une entité qu'on appelle la quercétine, qui est une molécule colorante, mais plus connue pour ses aspects antioxydants. Vous allez taper sur le web quercétine, vous allez voir tous les compléments alimentaires qui arrivent à base de quercétine, d'accord ? Mais nous, c'est l'aspect colorant. Donc à partir de là, on a mis en place une filière allant des approvisionneurs, donc le monde agricole. Il ne faut jamais négliger le monde agricole. Si vous n'avez pas le monde agricole, vous n'avez pas accès à la matière première, donc votre projet, il n'a pas de vie possible. Ça, c'est sûr. Monde agricole, on a participé à ce projet avec des établissements. Alors là, c'est un cas un peu atypique. Des établissements aussi du secondaire. Il y avait des lycées, des collèges. On avait le lycée Sainte-Colette à Corbie, le Lecta de Wagnonville, côté de Douai, par exemple, avec l'école de textile de Roubaix. Voilà. Donc on avait tout un pool d'académiques, avec une société qui va participer à la montée en échelle, qui est la société, on va dire, Extractis, avec la mise en place d'un démonstrateur sur un site industriel, démonstrateur qui devrait se faire d'ici quelques temps. Et évidemment, derrière ceci, des champs d'application, c'est-à-dire des industriels intéressés par ces colorants, donc des industriels du domaine du textile, du domaine des plastiques et plus particulièrement du bioplastique, parce que ça serait un peu bête de colorer naturellement un plastique pétrosourcé, autant qu'il soit bio, d'accord ?
des domaines des encres, des peintures et de la cosmétique. Bon, bien évidemment, là, vous allez devoir me croire sur parole. Je peux pas citer les noms des sociétés, parce que vous comprenez bien. Voilà. Et donc, comme en teinture, parce qu'on a beaucoup de teinturières et d'adeptes de la teinture, la pleure d'oignon te donne un nuancier dans les, on va dire, jaune, bronze. C'est cette couleur-là que vous obtenez ou... On est plutôt sur le bronze, bronze, marron. Tout dépend de la pureté de la molécule extraite, d'accord, et de la concentration aussi de cette molécule. Okay. Alors, la pureté, on fait pas ça à la va-vite, on va dire. Mais la pureté va devoir être affinée, par exemple, si on fait une utilisation cosméto par rapport à une utilisation coloration de bioplastique. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir la même pureté. D'accord. Donc là, c'est un exemple concret d'un... Alors, je suis d'accord avec toi, les déchets, pour moi, ça n'existe plus, mais donc d'un coproduit non valorisé aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres exemples de coproduits? Parce qu'en fait, il y en a plein, si on réfléchit, il y a plein de choses qui ne sont pas utilisées, notamment dans les champs, de parties qu'on n'utilise pas, qu'on mange pas, qu'on peut pas valoriser. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples? Je pourrais donner d'autres exemples. Je pourrais, mais je ne peux pas. Je vais pas me démunir de matières premières sur lesquelles on travaille actuellement. Bon, on peut travailler, par exemple, on peut dire sur les pelures de pommes de terre, par exemple. Pelures de pommes de terre, il y a des molécules d'intérêt que sont les antioxydants tels que les acides chlorogéniques, par exemple, d'accord. On peut travailler sur bon nombre de coproduits, la pelure de carottes, pour l'aspect colorant, les carotènes, par exemple. Voilà, mais ça, c'est des choses qui sont déjà faites, développées. On a d'autres matières premières qu'on étudie actuellement, mais on peut pas... On peut pas en dire plus. Je préfère ne pas en parler. Okay. Donc, il y a les coproduits, et après, tu m'as parlé, on a croisé des étudiants sur une filière qui se remet en place autour de la WED, pastel des teinturiers pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le... Donc, pastel des teinturiers, Isatis Tinctoria, c'est la même... Voilà. Ok, Isatis Tinctoria, tu m'en as parlé, je suis ravie, parce que c'est ce que je t'expliquais en off. Pour moi, à chaque fois qu'un invité parlait du pastel, c'était un peu au passé. Et je suis ravie d'entendre ton témoignage. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe sur la WED et ce que travaillent tes étudiants? Alors, comme tu viens de le dire, Pauline, la WED ou le pastel ou Isatis Tinctoria, c'est une plante qui a longtemps été cultivée dans les Hauts-de-France et plus particulièrement dans la région aminoise, dans la région du Santerre, il y a très longtemps, c'était au Moyen-Âge, qui a fait la richesse de cette région, puisqu'il y a cette belle cathédrale gothique à Amiens, sur laquelle, au fronton, on peut retrouver des feuilles de WED, voilà. Donc, grâce au WEDier, ça fait la richesse. Et malheureusement, cette culture a disparu du fait de l'indigotier qui l'a supplanté, voilà. Donc, au départ, alors là, c'est le chimiste qui parle, d'accord. Sur le territoire national, il y avait de la pastel dans le sud-ouest et en Picardie. L'indigotier est arrivé, les deux ont disparu, si ce n'est que ça a continué un peu à vivoter dans un premier temps dans le sud-ouest, et que ça s'est maintenu au fil des décennies, au fil des siècles, d'accord. Tandis que chez nous, elle a disparu, dans les Hauts-de-France, elle a vraiment disparu. D'accord. Mais il faudrait voir avec les historiens, mais sous le contrôle des historiens, les sites de production WED au Moyen-Âge en Picardie ou dans le Sud-Ouest étaient équivalents. D'accord. Voilà. Ça a disparu et dans les années 2000, fin des années 90, début des années 2000, Monsieur Mortier, Jacques Mortier, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître, malheureusement, qui était une personne attachée à son territoire, à son patrimoine, qui a souhaité relancer cette culture de la WED. Malheureusement, cette personne est décédée. Et certains de ses amis, en son souvenir, ont continué à essayer de redévelopper cette culture de WED. Et actuellement, nous travaillons avec ces agriculteurs qui sont basés à Soyecourt, à la croisée de l'A1 et de l'A29, voilà, qui sont regroupés sous le nom, alors ils ont racheté, entre guillemets, le nom Association Bleu d'Amiens, et ils sont actuellement regroupés sous le nom de SAS Couleurs Végétales de France.
Ce sont des gens qui sont, par aspect historique pour Monsieur Mortier, de souvenir, par aspect aussi d'être accrochés à leur territoire, à leur patrimoine, ils ont souhaité redévelopper cette web. Si je veux dire, ça a bien coïncidé, parce que ça correspondait aussi avec ce que nous, on souhaitait ici, au niveau du laboratoire. Alors, on pourrait se dire, on m'a déjà fait la remarque, enfin, pas en direct, mais on m'a déjà fait la remarque, mais qu'est-ce qu'un gars de l'université d'Artois dans le Pas-de-Calais s'intéresse à la web qui était en Picardie? Eh ben, le gars de l'université d'Artois, c'est un Picard. Voilà, voilà, le lien est fait. Voilà, c'est un Samarien qui est aussi attaché à sa terre natale. On est bien dans le Pas-de-Calais, on est bien dans le Nord-Pas-de-Calais, on est un peu mieux dans la Somme. Voilà. Donc je suis attaché aussi, et comme on était sur la pelure d'oignon, on a souhaité partir sur d'autres pigments colorants, et le souvenir m'est arrivé de cette web. Donc on est parti sur la web. Alors là, la web, on est sur une problématique différente, parce que la web, c'est une plante entière. C'est une plante entière, et la partie intéressante pour l'aspect coloration, c'est uniquement les feuilles. Mais il y a tout le reste de la plante. La tige, sa racine, sa graine, tout ceci. Donc nous, on est parti sur une valorisation zéro déchet, je mets encore des guillemets à zéro déchet, de cette plante. Avec deux objectifs. Premier objectif, optimiser le procédé d'extraction de l'indigo à partir de la feuille. Et deuxième objectif, valoriser toutes les autres parties de la plante. Alors, on a pu en échanger en amont de cette discussion. On a rencontré Romain qui est un doctorant cofinancé par la région et les universités de Picardie et d'Artois qui travaille sur l'optimisation de ce procédé en relation avec le monde agricole. Voilà. Et on est en train aussi de s'intéresser aux autres parties de la plante. Par exemple, on a rencontré deux stagiaires, Abir et Elisa, en collaboration avec Clara, qui travaillent sur l'aspect graines, tourteaux, pour l'huile et les tourteaux. Voilà. Romain nous a parlé aussi tout à l'heure de l'aspect racine pour l'aspect biocontrôle, mais aussi molécules d'intérêt pour la cosmétique. Donc cette plante, elle a pas mal de richesses. Elle a aussi des richesses pharmacopées. Puisque la pharmacopée traditionnelle dit qu'à partir de l'huile de oued, on peut voir le psoriasis, je ne vais pas dire guérir, mais on peut amoindrir les effets du psoriasis, par exemple. Donc il y a des molécules actives. Donc à partir de cette réflexion, à partir de ces actions, on a fait comme dans la pelure d'oignon, on a monté une filière en collaboration avec le monde agricole. Encore une fois, toujours le monde agricole à la base de la chaîne, d'accord ? Donc, le monde agricole, les approvisionneurs, les ouvriers, comme on dit, le monde universitaire, donc nos collègues du laboratoire Biopi basé à l'université de Picardie, nous ici, UTA, basé à l'université d'Artois, avec une société pour faire la montée en échelle, donc qui est la société Caspeo, avec le but d'instrumentaliser l'appareillage existant actuellement, qui est déjà un outil assez conséquent, puisque je t'invite, Pauline, à prendre contact avec ces agriculteurs et aller leur rendre visite. Et derrière, tout un panel d'utilisateurs finaux, donc d'industriels. On va retrouver les mêmes champs d'application que précédemment dans la pelure d'oignon. Le textile, les bioplastiques, les encres, les peintures, la cosmétique. Voilà. Mais encore une fois, désolé, on ne peut pas citer tout le monde. Il y a des accords de confidentialité qui font que... Voilà. Et aussi sur cet aspect web, on a aussi quelque chose qui est important, on est aussi parti sur l'aspect patrimoine culturel historique, notamment en relation avec mes collègues d'Arras, qui sont aussi impliqués à la fac d'histoire sur ces aspects. D'accord. Et alors, la oued, le pastel, c'est comme la persicaire indigo, parce qu'on a eu des agricultrices de persicaire indigo. Tu récoltes que ce que tu peux transformer en une journée. C'est le même procédé. Ça, je savais pas. C'est le même procédé que la persicaire indigo. D'accord. Sur le site Agricolte, je t'invite encore à aller voir. La récolte est faite le matin. Une coupe est faite le matin. Les feuilles sont stockées et tout est traité dans la journée en réacteur en batch. Voilà. D'accord. Donc c'est un procédé relativement classique, si ce n'est que nous, on procède à son optimisation, c'est-à-dire pour étudier un peu tous les paramètres, le rapport solide-liquide, la température, l'agitation, ce qu'il faut couper. Pour obtenir le meilleur rendement possible parce que c'était un des critères qui était reproché, entre guillemets, au pastel, c'était son rendement en indigo, entre guillemets, je fais des gros raccourcis. Le rendement est relativement faible.
le rendement est faible en indigo, donc il y a tout intérêt à optimiser pour améliorer le rendement, mais aussi pour rendre le procédé éco-responsable. Ouais. C'est-à-dire limiter les quantités d'eau utilisées et la chaleur nécessaire. D'accord, l'aspect énergétique. Il y a ces aspects-là aussi. Ouais, d'accord. Le rendement est certes moyen, faible, on va dire, mais le produit a une forte valeur ajoutée. Voilà, ne serait-ce que le pigment indigo. Ouais. Comme nous, on s'intéresse aux autres parties de la plante, ça va faire augmenter la valeur ajoutée globale de la plante. Ouais, d'accord. Toi, tu valorises l'entièreté de la plante, Voilà. c'est la volonté pour et dans ce cadre-là, on est en concertation avec la région pour 2 aspects. Sur l'aspect monter un projet, ce qu'on appelle fratrie, c'est-à-dire des projets cofinancés région ADEME, dans le but d'instrumenter le démonstrateur de façon à optimiser le site de production. Et aussi un autre projet qui est Cap Filagri, qui va nous aider à consolider cette chaîne de valeur qu'on a pu construire des wediers jusqu'aux utilisateurs finaux. Du coup, on a parlé un peu technique, on a parlé de ce qu'on pouvait dire sur l'écosystème. En termes de transmission, donc on a vu tes étudiants, mais est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu fais, tu transmets, tu incites. Est-ce que tu peux inciter aussi les sujets de recherche? Tu peux impulser des sujets Ah bien sûr, ça fait partie de nos activités. Comme j'ai dit, on a des sujets. L'aspect WED, au départ, on l'a démarré seul dans notre coin, on va dire. D'accord ? En tant que Picard, j'ai dit tiens, on va aller sur la WED, l'aspect colorant. Ouais. Voilà. Parce que je pourrais revenir après là-dessus. Il y a des choses qu'on fait. On a des idées à développer, on va les développer, d'accord ? Mais on préfère travailler quand même sur une recherche appliquée, c'est-à-dire répondre à des problématiques socio-économiques, voilà, et à des problématiques de la vie de tous les jours, voilà. Alors comment on fait pour passer le savoir ? Évidemment, alors déjà il y a des étudiants que l'on accueille dans le cadre de leur thèse, d'accord ? Il y a des étudiants qu'on accueille en stage. De plus en plus, on est sollicité pour accueillir des stagiaires. Donc, comme tu as pu le voir, on a des stagiaires qui viennent de Marseille, il y a Lisa qui vient de l'ESCOM, il y a Léa qui vient de Limoges, je ne l'ai pas dit, il y a Dauphéret qui vient de Paris. Donc, on va dire qu'on a des étudiants aussi étrangers qui sont intéressés pour venir chez nous. Voilà. On commence à avoir une petite renommée, mais on n'est pas là pour avoir une renommée, on vit dans notre coin tranquille. Moi, je vais dire, moi personnellement, je m'éclate, mais je pense que mes collègues permanents s'éclatent aussi dans ce que l'on fait. C'est super, on travaille avec des jeunes, comme tu as pu le voir, il y a une relativement bonne ambiance. Donc ça, c'est les aspects, on va dire, académiques, universitaires. Bon, lorsqu'on a des interventions devant nos étudiants, on essaye aussi de les sensibiliser à ces aspects chimie verte, chimie du végétal, voilà. Et puis bon, en tant qu'universitaire, on se doit aussi d'aller dans des congrès scientifiques, donc prêcher la bonne parole, voir un peu ce qu'on a fait d'un point de vue scientifique, d'accord ? On va faire aussi des articles scientifiques dans des revues, des publications, voilà. Mais ce qu'on aime bien faire aussi, c'est aller porter la bonne parole dans des communautés de grand public. Il y a eu une époque, il va peut-être falloir qu'on renouvelle, où on a fait le tour, je vais dire, du Pas-de-Calais, de différentes assemblées générales d'agriculteurs, par exemple. Encore récemment, la semaine dernière, j'ai été convié à aller parler sur les colorants biosourcés dans le cadre de Rhin Industrie Innove, à l'Étrême. Donc dès qu'on peut, on va parler sur ces aspects. Il y a quelque temps, j'ai été interviewé sur ces aspects aussi par le pôle Team 2. Voilà, donc on essaye de communiquer par les canaux, on va dire, officiels, académiques, et puis moins officiels. On est là aujourd'hui, voilà. Ouais. Ça fait partie de la communication aussi. Beaucoup d'étudiants de partout, et puis oui, pareil, des sujets d'études hyper intéressants. Et ouais, comme tu disais, ça s'est senti une bonne ambiance. Je suis en train de mourir. Une bonne ambiance, ça va aller. Alors, sur des parties plutôt d'inspiration, je voulais savoir, quand tu nourris un projet de recherche ou quand tu cherches à aller plus loin, qu'est-ce qui peut être une source d'inspiration ? Est-ce que tu as des chimistes, des grands chimistes ou des gens qui t'inspirent, des sources d'inspiration dans tes recherches en chimie aujourd'hui ? Aujourd'hui, des sources d'inspiration. Oui, j'ai des sources d'inspiration, la nature. Je sais pas combien de fois on me l'a dit celle-là, mais ça c'est tant mieux. Tout à l'heure, je parlais de la bio-inspiration. Tout y est, ouais, carrément. La nature,
la nature, s'arrêter, se retourner, voir un peu ce qui était fait avant. Voilà. Ouais. Bon, avant, on n'était pas forcément là non plus, mais un peu l'histoire proche, voir un peu ce qui était fait, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, cette chimie qui était au départ une chimie d'extraction, ensuite une chimie pétrosourcée, et maintenant on revient à ces aspects naturels. Voilà. C'est la nature qui est inspirante. Après, moi, ma motivation, je l'ai eue tout simplement par mon directeur de labo quand j'étais encore à Amiens en 1989-90, par le professeur Pierre Villa. Voilà. C'est lui qui m'a motivé. Voilà. Et puis, bon nombre de mes collègues de cette époque sont toujours dans le milieu. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un bon tuteur, un bon mentor. Ah, d'accord. Voilà. J'espère que les jeunes pensent pareil que pensent pareil de moi, voilà. Faudrait qu'on aille les interroger au micro. On a aussi chacun nos caractères, mais j'essaye de faire passer des choses, quoi, voilà. Top, la transmission, c'est hyper important. Si t'étais une plante tinctoriale, ou un coproduit, ou ce que tu veux, lequel tu serais, qu'est-ce que tu choisirais? Je pense que c'est évident. La oued, ancrée dans le sol picard. Ok. Voilà. Des livres que tu voudrais recommander, soit sur la oued, soit sur la couleur, soit des livres de chimie. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent, je te le dis en off, qui me demandent des manuels de chimie pour les nuls, entre guillemets. Oui, quand on fait de la teinture, ne serait-ce que de la teinture végétale, il faut connaître les bases. Est-ce que tu as des recommandations ou des recommandations? Alors, je pourrais citer bon nombre de livres dans lesquels je pourrais avoir plus ou moins d'intérêt financier, entre guillemets, mais je vais pas le faire. S'il y a des personnes à l'écoute qui sont intéressées pour en apprendre plus sur la chimie du végétal, prenez contact avec nous. Okay. Et par exemple, chaque année, il y a la fête de la science qui est organisée, qui cette année a lieu, je crois, le 10, 11, 12 octobre. Dans le cadre de la fête de la science, on organise des petits ateliers. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues. Mais si vous êtes un groupe de personnes intéressées par la coloration végétale, par la chimie du végétal, venez nous voir, on vous fera visiter et on pourra peut-être envisager aussi de faire des petites expériences avec vous, puis de vous aider à réaliser les choses. Top. Voilà. Bon, super appel au micro. Est-ce que tu as, tes projets, tu peux pas trop en parler, donc je vais pas te la poser celle-là. Est-ce que tu as des personnes à qui tu penses pour le relais du micro? À qui tu veux, j'ai un peu compris, mais qui tu aimerais que j'aille voir? T'en as cité la partie agricole, mais est-ce que tu penses à des gens, à d'autres personnes? Ah oui, j'ai cité tout à l'heure la partie agricole. Je pense que dans les aspects, pour les aspects coloration, il faut que tu ailles voir Hélène et David Brunel, notamment. Alors David fait partie du pôle d'agriculteurs qui ont réimplanté la oued dans le cadre de SAS couleur végétale, et Hélène anime des ateliers de teinture végétale. Donc je t'invite fortement à aller la rencontrer. Voilà. Et après, d'autres acteurs dans l'aspect coloration ou autres. Tout à l'heure, on parlait des bioplastiques, par exemple. Je t'ai fait rencontrer mon collègue Nicolas, avec qui tu pourras échanger dans un prochain podcast. Super. Mais aussi, je t'invite aussi à aller voir le CRIT polymère. Voilà, le CRIT polymère, qui peut être un très bon interlocuteur, qui est basé dans l'Aisne. Un peu plus proche d'ici, le pôle Plastium, qui est basé à Ruisse, ici. Voilà. Ça fait partie de toutes ces personnes. Après, tout à l'heure, on parlait aussi en aparté, on échangeait sur les aspects encre. Oui. Qui est aussi le centre technique du papier avec son antenne qui est basée à Douai. Ok, top. En plus, c'est tout dans le coin, ça m'arrange bien. Et je tiens aussi à préciser qu'on n'est pas les seuls universitaires dans le domaine, dans le secteur de la région à travailler sur ces aspects, qu'il y a bon nombre d'équipes qui travaillent sur ces aspects. Voilà. Justement, c'est une question que je t'ai pas posée. Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus d'intérêt, l'intérêt grandissant, tu vois de plus en plus de publications scientifiques, d'intérêt sur ces sujets-là? Ah oui, là, la majeure partie des publications de chimie organique, donc c'est l'aspect de cette chimie que l'on parle, sont, je vais pas dire toutes, mais en grande partie centrées sur des matières premières qui sont issues de la biomasse. Donc c'est plutôt rassurant et c'est plutôt encourageant pour la suite, quoi. C'est plutôt encourageant, rassurant, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de chercheurs, la communauté scientifique, qui cherchent à développer les produits existants actuellement à partir du pétrosourcé, mais aussi de nouveaux produits avec de nouvelles propriétés aussi, qui pourraient être intéressantes. Et ici, dans ces publications scientifiques, on a connaissance que de ce qui peut être connu.
Mais il y a aussi dans chaque société des services qui sont chargés de passer au vert, entre guillemets. Voilà. D'accord. Et une question que je t'ai pas posée, est-ce que vous avez des aides de l'État pour trouver des alternatives au pétrole? Alors des aides de l'État, on a des aides financières de subvention, comme par exemple, tout à l'heure on a pu parler de la thèse de Romain qui travaille sur la WED. Il est sur une thèse cofinancée par la région à 50%. Après, on a des appels à projets dans le cas de la région ou dans le cas de l'ADEME ou des appels nationaux ou internationaux qui vont nous permettre aussi de faire rentrer, excusez-moi l'expression, quelques monnaies sonnantes et trébuchantes pour nous permettre de développer les choses. Actuellement, par exemple, on a un projet qui est en cours d'expertise au niveau de la région dont la philosophie de s'intéresser à la valorisation de la graine de WED, tant par l'huile que par son tourteau. Et on a 2 autres dossiers qui sont en cours d'expertise, un en interfrontalier avec la Belgique dans le cadre d'un Interreg France-Wallonie-Flandre sur des aspects matériaux à base de cellulose. Et là, actuellement, un projet qui est en cours de montage, qui est un projet international, avec des équipes tunisiennes, italiennes, grecques, espagnoles, de mémoire, j'espère ne pas en oublier, algériennes aussi, marocaines aussi, qui est aussi un projet international sur des aspects biomatériaux. Super. À visée emballage alimentaire. Est-ce que, Patrick, j'ai oublié de te poser une question que tu voulais que je te pose? Elle est bizarre, ma question, mais... Oh là, celle-là, je m'y attendais pas. C'est quand les vacances? Est-ce que j'ai oublié un sujet que tu voulais aborder? Non. On a fait le tour. Mais, je veux dire, non, parce que l'activité que je peux développer, bon, évidemment, à côté, j'ai aussi une activité pédagogique, d'accord? Mais cette activité scientifique, c'est une activité, je vais pas dire qu'on l'amène 24 heures sur 24, mais je l'amène peut-être un peu trop, hein, de temps en temps. Il y a une certaine personne qui est mon épouse qui me rappelle un peu à l'ordre. Mais partout où je passe, je regarde un peu à droite, à gauche, et quelquefois il arrive des idées qui peuvent être plus ou moins farfelues, mais bon, voilà. Moi j'incite les jeunes, même les moins jeunes, hein, qui sont intéressés par ces aspects chimie à partir de la biomasse, développer des produits, à venir nous rencontrer, d'accord, à venir rencontrer l'équipe. On peut leur faire visiter le laboratoire et on n'est pas obligé d'attendre des journées d'ouverture, on peut s'organiser quelque chose. Voilà. Dans le cadre des pôles de compétitivité dans lesquels on est membre, on accueille aussi des publics, voilà, pour faire visiter nos installations et faire voir un peu ce qu'on fait en recherche, hein, ne serait-ce que les instruments que l'on peut avoir, qui t'ont impressionné tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, on pourrait peut-être en parler rapidement. C'était quand tu m'as montré donc la salle des colos. Alors attends, c'était quoi? C'était des spectrophotomètres. Ouais. Donc il y avait UV, il y avait laser. Infrarouge, ouais, pardon. UV, infrarouge, et t'as plein de matériel. Ce que tu as vu, c'est du matériel de base. Hein. Ah ouais, mais moi j'étais à Euro Disney là. Oui, Euro Disney, d'accord. Il y a des laboratoires qui sont bien plus équipés que nous. Bon, avec ce matériel, on s'amuse, on s'éclate et on peut faire pas mal de choses, quoi. Voilà. Ouais, c'est chouette. Alors je tiens à préciser que ce matériel que tu as vu, c'est un matériel qui est à la fois partagé entre le laboratoire et les aspects pédagogiques. C'est-à-dire que les étudiants du département chimie profitent aussi du matériel acquis dans le cadre du laboratoire et que nous aussi, laboratoire, on peut utiliser aussi ces matériels acquis par le département chimie. Voilà. Okay. Une symbiose et non pas un parasitage. Ouais, ok. Bon, écoute, Patrick, il me reste plus qu'à te remercier pour toutes ces super informations. Et j'espère à bientôt pour des nouveaux projets que tu auras le droit de dire à ce moment-là. Oui, si on arrive un jour à en parler ouvertement, c'est-à-dire qu'on aura un produit sur le marché, voilà. Ouais. On aura participé, par contre, à la mise au point d'un produit qui se retrouvera sur le marché. Notre philosophie, on va quand même rappeler que ici on est universitaire. Notre objectif, c'est non pas de mettre des produits sur le marché, mais de participer avec les acteurs socio-économiques pour que ceci arrive le plus vite possible et que chacun soit dans les meilleures conditions de bien-être, de naturalité. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup, Patrick. Merci, Pauline. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités.
Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!